On est de retour pour la seconde partie des experts avec mes 4 experts aujourd'hui, toujours autour de la table. Sophie Sidovica, Nicolas Bouzou, Ludovic de Sauté et Laurent Vronsky pour parler crédit aux entreprises. C'est vous, Laurent, qui m'avez soumis l'idée ce matin et vous avez bien fait. Je suis allé voir les chiffres de la FBF sur la Fédération bancaire française sur les dernières statistiques des crédits aux entreprises et c'est vraiment pas bon. Là, c'est les chiffres que je vais vous donner. Ces chiffres sont à la fin juillet. Autant, la bonne nouvelle, il faut dire aussi des bonnes nouvelles, c'est que le crédit à l'investissement, lui, progresse, plus 3,9%. On est à 1000 milliards de crédits. Ça prépare l'avenir, c'est plutôt bon. Par contre, l'alerte, c'est sur les crédits de trésorerie. Moins 2,2% à 307 milliards seulement. Qu'est-ce que vous voyez dans vos entreprises respectives? D'ailleurs, je vous passe la parole, Sophie, ensuite, mais Laurent Vronsky d'abord. Pour moi, c'est une lumière rouge qui s'allume sur le tableau de bord. Donc, en termes un peu savants, on appelle ça le financement du BFR. Bon, oui, des besoins en fonds de roulement. En termes moins savants, c'est les financements des fins de mois. C'est-à-dire qu'une entreprise a besoin de cash pour vivre tous les jours. Et si ce cash est mobilisé dans des stocks ou si les clients ne payent pas, il y a forcément un problème. Donc, typiquement, votre compte s'assèche. Vous allez voir le banquier qui vous dit « Non, monsieur, je ne vous prête pas d'argent ». Et vous pouvez avoir une entreprise extrêmement saine d'un point de vue commercial, qui a des commandes, mais qui ne peut pas honorer les fins de mois et qui, du coup, va au tapis. Bon. Et là, ce que je vois actuellement, c'est un petit peu sur les téléscripteurs, mais ça fait comme 6 mois que ça dure. On s'aperçoit que les clients payent de plus en plus tard, donc ça, c'est un signe. Et on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de produits en stock. Alors ça, on l'avait vécu quand on est sorti du Covid, les gens s'en souviendront. Là, ça commence à prendre une proportion, à mon avis, assez alarmante. Mais qui traduit quoi? Parce qu'en même temps, on peut dire que cette production en flux tendu, c'est une optimisation des échanges. Tout n'est pas en flux tendu. Je veux dire que vous avez beaucoup d'articles, beaucoup de composants industriels qui sont dans les stocks. C'est typiquement des produits assez standards, puisque si vous voulez, les variations de demande ne sont pas aussi énormes que ça. Donc ça veut dire que l'entreprise ne peut pas faire de stock avant qu'elle n'ait pas vendu et avant qu'elle n'ait pas récupéré du cash. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui, à mon avis, sont sur une ligne de crête, qui ne savent pas vraiment comment elles vont faire pour honorer les fins de mois. Et donc, du coup, elles peuvent soit faire défaut, c'est-à-dire si c'est votre client, il ne va pas vous payer. Et puis, si c'est un de vos fournisseurs et qui vous fournit des produits, il peut arrêter de vous produire en plein milieu de votre production à vous. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Ça veut dire Laurent, moi je le vois concrètement sur le terrain, parce que je suis présidente du MEDEF Isère. Oui. Je ne vais pas vous citer les entreprises, mais en effet, avec les droits de douane, en particulier sur les États-Unis, du jour au lendemain, elles doivent passer des hausses de 15% plus la déflation du dollar américain, donc ça fait plutôt 20% à passer. Elles n'y arrivent pas. Et donc, elles se retrouvent avec les stocks chez eux, le matériel qui n'est pas payé, il faut trouver d'autres marchés, on ne sait pas où aller. C'est pas encourageant. C'est vrai qu'on doit passer par des trous de serrure. Du jour au lendemain, on nous réforme ces droits de douane, on nous réforme la taxation. Donc l'entreprise aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de défaillances en France. Ceci explique cela. Mais c'est vrai que là, en trésorerie, on est mal dans le BFR aujourd'hui. Nicolas Bouzou, ça veut dire qu'il faut s'attendre à une hausse des défaillances encore. On est quand même à un niveau très au-dessus de la moyenne. Oui. À fin juillet, 67 413 défaillances sur un an. Absolument, et on sait très bien que beaucoup d'entreprises, comme le suggérait Laurent, peuvent faire faillite alors même qu'elles sont rentables, etc. Mais parce qu'elles ont ces problèmes de trésorerie. Ce sont des choses qui sont assez courantes en France, et d'ailleurs en France plutôt plus qu'ailleurs. C'est un sujet essentiel qui passe souvent sous le radar, parce qu'en France, les débats économiques sont souvent des débats de macroéconomistes qui ne connaissent pas, on l'a bien vu d'ailleurs avec l'attaque Gluckman, pardonnez-moi de faire ce lien, mais qui ne connaissent pas du tout la réalité de la vie d'une entreprise, et donc ne savent pas ce que c'est que le bilan et le compte de résultat, mais alors savent encore moins faire la différence entre la trésorerie, le résultat, etc. Donc tout ça est quand même très, très flou, alors que c'est un sujet majeur. Mais une politique que pourraient mettre en place les pouvoirs publics justement pour lutter contre ça, c'est eux déjà raccourcir leur délai de paiement, puisque le plus mauvais payeur en France, en réalité, ce sont les pouvoirs publics, en particulier l'État.
Et les hôpitaux, on en parlait tout à l'heure, les hôpitaux sont un très gros demandeur, notamment de produits industriels, et on sait très bien que les pouvoirs publics ne respectent pas les délais de paiement légaux. Et donc, un premier effort qui pourrait être fait, et qui en réalité ne pèserait pas sur les comptes publics, parce que ça décale un peu les flux de trésorerie, mais ça ne change pas le budget à l'horizon d'une année, ce serait de faire en sorte que les préfets, notamment, donnent des instructions pour que l'État paye les entreprises, non plus à... Ça veut dire qu'on est à combien aujourd'hui, les délais ? Voire plus, pardon ? Les délais sont à combien aujourd'hui, à peu près ? Pour les délais de paiement. Les délais de paiement pour l'État ? D'accord. Écoutez, alors ça, moi j'entends parfois, mais on me parle d'un an parfois, donc si vous voulez, les dirigeants d'entreprise, vraiment, et puis en plus, au terme de batailles qui sont des batailles homériques pour se faire payer. Donc c'est un... Alors qu'il y a des délais réglementaires, normalement, à respecter. Hein. Non, sur le BFR, sur les fonds de roulement, c'est clairement, on est sur un indicateur avancé. C'est-à-dire que et on va boucler avec le début de l'émission. Hein. C'est-à-dire que tout le cirque politique dans lequel on est en France depuis 1 an et demi, plus le cirque des droits de douane et autres, l'incertitude, ça a un prix à un moment. Donc là, on commence à rentrer dans une période où l'incertitude a un prix. Après, il y a quelque chose qui me marque et qu'il va falloir se dire en France, c'est que la France est probablement le pays qui sort le plus mal de la zone post-Covid. Ah oui. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a raté quelque chose dans ce pays fondamentalement. Quand on prend la zone euro et qu'on regarde la dette, en moyenne sur la zone euro, c'est Odo qui le dit, la zone euro, les pays ont réduit de 6,1 la dette entre fin 2021 et 2024. En France, ça augmente. C'est le seul pays où ça augmente. En fait, il y a quelque chose, à la fois, ce pays a raté sa sortie du Covid, on a créé des mauvaises habitudes. Pourtant, c'est pas faute d'avoir dépensé des centaines de milliards d'euros. On a créé des mauvaises habitudes, y compris au sein des entreprises, avec le PGE. Y compris avec des entreprises zombies et tout ça. On a biberonné l'économie, on est en période de sevrage et ce sevrage se passe très mal, y compris pour les entreprises. Vous êtes gentiment en train de nous expliquer qu'on sort de la morphine monétaire et du crédit à tout va et du quoi qu'il en coûte et que on y est peut-être un peu trop resté, Nicolas Bouzou. Oui, ça c'est absolument certain, je partage complètement. En fait, il y a eu 2 types de morphine. Il y en a une qui n'est pas spécifique à la France, mais c'était le fait que les taux d'intérêt sur les marchés étaient extrêmement bas et qu'on est, je crois, structurellement sorti de cette période de taux d'intérêt bas. Je pense que c'est vraiment, là pour le coup, une évolution macroéconomique fondamentale. Alors si je voulais parler un peu en économiste, je dirais que l'équilibre épargne-investissement a changé. C'est-à-dire que, grosso modo, jusqu'à la sortie du Covid, il y avait dans le monde beaucoup plus d'épargne que d'investissement, donc les taux d'intérêt étaient bas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a plus d'investissement que d'épargne, pour des raisons dont on pourra parler dans le détail dans une autre émission. Et donc, structurellement, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc ça, c'est un problème pour tout le monde, pour tous les agents économiques, les entreprises et l'État. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant la France, plus spécifiquement, du point de vue macro, et ça, on le voit en effet parfaitement dans les données, ça n'est pas le Covid qui a été le problème, ça n'est pas le quoi qu'il en coûte qui a été le problème. Le quoi qu'il en coûte, il a été à peu près le même partout. C'est le fait que on est entré dans le quoi qu'il en coûte avec une situation un peu moins bonne que les autres, mais surtout, on n'a jamais quoi qu'il en coûtisé l'économie. Notamment face, et là aussi, moi aussi, je pourrais être en opposition avec certaines entreprises, en tout cas avoir ce débat, notamment face à la crise énergétique, où là, on a continué, ce qu'aucun autre pays n'a fait. On a continué à énormément de largesse, alors d'abord pour les particuliers, aussi pour les entreprises. Mais c'est un moteur pour l'économie, non aussi, et on moi, peut vous pour taper protéger un peu de la sur hausse, les entreprises, pour mettre de l'équilibre dans ce débat et sur ce plateau, moi j'ai été témoin de scènes où je voyais des dirigeants d'entreprise en province harceler un préfet, mais presque physiquement, pour demander de l'argent et pour demander de l'argent public. Donc c'est aussi ce type d'habitude, si vous voulez, dont on doit en effet se sevrer en ce moment, et c'est difficile. J'ai 2 chefs d'entreprise sur le plateau. La parole à défense. On vous accuse d'harceler l'État pour demander en permanence des aides publiques. Que répondez-vous, accusé Vronsky? Alors moi je vais vous dire, parce que je voudrais intervenir sur la loi LME. Moi je suis très à l'aise, je n'ai pas fermé une La loi de modernisation de l'économie sous Nicolas Sarkozy il y a pendant le Covid, je veux dire que nous, on a des compresseurs qui sont dans des hôpitaux qui fournissent de l'air respirable, donc il était hors de question de fermer. Donc moi, j'ai fait partie des élèves où, en clair, on n'était pas dans la bonne
bonne case, j'ai eu 0 aide. Donc je suis accusation fallacieuse. Voilà, je suis tout à fait libre et le préfet du Val d'Oise est en bonne santé, vous voyez. Bon. Alors je vais revenir à la loi LME, parce que là il y a un truc intéressant et j'espère qu'il y a des gens des pouvoirs publics qui écoutent cette excellente émission, parce qu'à l'origine il y avait un observatoire des délais de règlement. Donc on observait. Alors on a observé pendant 30 ans, on a observé ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que le crédit le moins cher, c'est pas payer ses fournisseurs. Bon. Vous allez voir un banquier, on négocie. Vos fournisseurs, vous négociez rien du tout, vous arrêtez de les payer du jour au lendemain. Et vous avez des spécialistes de ça, et vous avez des entreprises pour lesquelles c'est une culture de ne pas payer les fournisseurs. Bon. À l'époque, je me souviens, Bercy voulait pointer du doigt les mauvais payeurs. Alors, faire du name and shame. J'y viens, parce que si vous voulez, ça existe. Et donc, moi, j'ai coécrit avec M. Novelli les lois LME, c'est-à-dire que j'ai fait partie de l'aile dure du parti qui disait que tant qu'on ne légifère pas, on va continuer à observer des entreprises qui vont aller au tapis. Donc, on a des délais de règlement qui sont scellés, gravés dans le marbre, et si vous ne les respectez pas, vous avez une amende, et en plus, votre liste apparaît sur la liste des heureux nominés. Bon. Là, il y a un danger que je vois venir, mais alors énorme, c'est les plateformes électroniques. C'est-à-dire que je rappelle qu'on doit tous passer à la facturation électronique. Oui. Donc à une époque maintenant quasiment révolue, quand vous aviez un désaccord avec votre client qui ne vous payait pas ou qui avait oublié de vous payer, on décrochait son téléphone et on parlait à un humain. Donc je ne dis pas que c'était facile, mais au moins on avait un humain. Là maintenant, c'est un petit peu du niveau du paramétrage de votre box chez vous. C'est-à-dire que quand vous avez un problème technique, il n'y a plus personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez déposer la facture sur une plateforme électronique où très souvent, je dirais, il y a des sujets, comme par hasard, elle n'est pas acceptée. Alors, vous commencez à essayer de vous émouvoir, etc., vous appelez les acheteurs, etc. Au bout de 2 mois, miracle, elle est débloquée. Et là, le délai légal commence à courir. Ce qui veut dire que si j'ai mis 3 mois pour approuver ma facture sur un site web, j'ai pas d'humain, j'ai pas de hotline, j'ai rien du tout, eh bien, j'ai pris 3 mois gratuitement, et là, je viens rajouter les délais légaux. Donc là, c'est un vrai sujet, et je pense que là, il va falloir trouver une combine. Hein. Vous êtes en train de nous dire, Laurent Vronsky, que le numérique, là, joue à contre-emploi. Vous dessert. Je pense que là, la plateforme numérique, oui, absolument, favorise ceux qui veulent faire payer leurs clients un délai indu, quoi. Donc là, il faut prévoir, si vous voulez, un plan B pour pouvoir intervenir en cas de problème. Est-ce qu'on paye en temps et en heure dans les cimenteries Vicat, Sophie Sido-Vicat? Oui. Alors nous, on paye en temps et en heure, mais c'est vrai qu'on a 30% de nos commandes qui sont faites par l'État. Alors si l'État paye en retard, on va payer aussi en retard. Hein. Vous confirmez ce que disait Nicolas Bouzou tout à l'heure, que l'État était pas très bon payeur dans l'ensemble? Je confirme que oui, que l'État n'est pas très bon payeur, que c'est compliqué, et je ne sais pas si eux payent des taxes supérieures quand ils payent en retard. Nous, oui, on paye des taxes supérieures puisqu'on a déjà eu le cas qui s'est présenté chez nous, on a payé. Mais je voudrais revenir sur les aides. Là. Les aides, c'est de la politique publique. Hein. C'est pas des cadeaux faits aux entreprises. On n'a pas d'aide si on propose pas ou d'embaucher ou d'investir ou de faire de la croissance. On n'a pas des aides comme ça. Hein, ça tombe pas du ciel. C'est ce qu'on entend beaucoup. Il faut des contreparties aux aides sur les entreprises. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas des contreparties fermes et dures, vous n'avez pas d'aide. Ces aides, en fait, c'est parce qu'on a une trop forte hausse de la fiscalité et qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul. Mais les aides qu'on a en France par rapport aux autres pays, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, il faut aussi comparer choses comparables. On n'est pas du tout assez aidé. Voilà la conclusion. Le message est entendu.